Bienvenue à toi sur Ciel, mon graphiste, le podcast qui aide les entrepreneurs à comprendre les rouages et autres subtilités réjouissantes de la communication visuelle. Moi, c'est Margot, graphiste illustratrice indépendante, engagée pour une communication raisonnée et authentique. Mon but, t'aider à être plus autonome dans ta communication et la rendre plus qualitative grâce à des conseils simples et faciles à mettre en pratique. Bonne écoute! Bonjour à toi, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, je vais essayer de définir ce qui est, à mon sens, une communication responsable et raisonnée. Et pour faire ça, j'ai listé ce qui me semblait le plus important à mettre en pratique quand on essaye justement de communiquer de manière plus authentique, plus saine et plus durable. Tu verras, il y a des choses qui s'approchent davantage de l'éco-conception, voire de la slow communication, quand certaines font davantage référence à ce qu'on peut appeler une communication éthique. En tout cas, on ne parlera pas forcément de graphisme ou de communication visuelle pure et dure, mais plutôt de bonnes pratiques à adopter pour communiquer. D'ailleurs, je suis sûre que tu en appliques sûrement déjà certaines. Ce podcast sera découpé en 2 parties, histoire de créer un suspense insoutenable, évidemment. Non, en réalité, c'est pour pas faire un épisode trop copieux et indigeste, et puis d'avoir le temps d'aborder un petit peu plus précisément chaque point. Donc je t'invite déjà à me faire un petit retour pour savoir si ça t'a parlé, si t'as trouvé ça intéressant, si ça t'a donné des idées ou fait repenser tes actions de com différemment. S'il y a des choses aussi que tu as déjà mis en place pour adopter une communication plus raisonnée. Bref, ça m'intéresserait beaucoup d'en savoir plus. Mais avant tout ça, je te souhaite une très bonne écoute. Principe numéro 1, ralentir son rythme avec la slow communication. Et si on ralentissait un peu ? C'est vrai qu'on est assailli de publications, de publicités, de nouvelles informations tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. On est tellement habitué à ce que tout soit instantané qu'on ne supporte même plus d'attendre un temps soit peu. D'ailleurs, Netflix l'a bien compris, parce qu'il nous propose même de zapper les génériques de nos séries et ne laisse que 15 secondes pour reprendre nos esprits entre la fin d'un épisode et le début du suivant. Fast fashion, fast food, on veut que tout soit rapide et comme tout le monde s'y met ou presque, ça nous entraîne dans une cadence et un rythme qui est infernal, qui est parfois bien loin de ce qui est raisonnable, voire même faisable. Donc heureusement, on commence à se rendre compte que tout ça, c'est néfaste à de nombreux égards, et il y a un mouvement qui pourtant est né dans les années 80, mais qui prend de plus en plus d'ampleur ces dernières années. C'est le mouvement slow. Alors slow quoi ? Slow en fait un petit peu tout ce qu'on veut finalement, parce que ça touche à tous les pans de notre vie, du monde, de notre quotidien, de l'économie. Donc que ce soit la slow food, la slow fashion, la slow cosmétique, le slow design, le slow tourisme, même le slow sexe, on nous invite vraiment à reprendre le temps, à savourer l'instant présent, à nous ancrer davantage quelque part, et en tout cas à respecter un rythme plus organique, pour revenir à plus de simplicité de façon générale. Donc la communication, bien sûr, ne pouvait pas être exclue de ce mouvement, puisque aujourd'hui dans notre monde, presque tout est communication, j'ai envie de dire. Mais comment est-ce que ça peut se traduire concrètement dans nos actions de communication ? Pour moi, ça fait surtout appel à la production effrénée de contenu, notamment sur les réseaux sociaux, mais pas que, parce qu'on ne va pas les blâmer uniquement, faut être honnête. Et du coup, adopter la slow communication, ce serait par exemple accepter de ne pas publier pour publier, communiquer pour communiquer, mais bien parce qu'on a quelque chose d'intéressant à partager qui apporte de l'information et de la valeur à notre audience. Ça serait aussi faire des concessions par rapport à son propre rythme, à ses capacités, notamment pour les auto-entrepreneurs ou les indépendants, parce que je vois beaucoup de gens autour de moi, et d'ailleurs, je peux m'inclure dedans, qui cherchent à être présents partout et qui finissent par s'épuiser, voire même se dégoûter à créer du contenu sans relâche, à envoyer 3 newsletters par semaine, à vouloir se caler trop de publications, de rendez-vous, d'événements sur un créneau qui est à peine tenable, sachant que la communication, c'est qu'une partie de leur activité, c'est pas forcément leur cœur de métier. Donc que ce soit pour celui qui crée, qui communique, ou celui qui le reçoit, il y a une sorte d'épuisement parce que ça devient too much à tous les niveaux. Et du coup, où est la valeur ajoutée ? Où est le plaisir ? Parfois, ça devient difficile de s'y retrouver. En tout cas, ça, c'est un petit peu mon avis aussi personnel. Encore aujourd'hui, je me suis désabonnée d'une newsletter dont pourtant j'adore le contenu, juste parce que j'en reçois beaucoup trop et que ça me donne l'impression d'être un petit peu envahie dans ma boîte mail, ce qui est un peu dommage, quoi. En tout cas, ce concept du slow, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et que j'ai quand même adopté dans pas mal de pans de ma vie en général. Je prends davantage mon temps,
Je me laisse ne pas tout planifier parfaitement, parce que c'est aussi ce qui me convient le mieux, hein, c'est ce qui convient à ma personnalité. Donc je respecte plus mon rythme et du coup ma façon de fonctionner. Et dans mon travail aussi, j'essaye d'appliquer ce principe parce qu'il fait sens pour moi concernant la communication et le graphisme. D'ailleurs, c'est parce que je commençais à me questionner vraiment sur toutes ces idées que j'ai fini, il y a quelques années, par tomber sur des articles, sur des livres qui parlaient du mouvement slow. Alors bien sûr, ça reste à perfectionner, je peux pas dire encore que tout est slow et tranquille dans mon emploi du temps, mais en tout cas, dans mon travail, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a pas mal apaisé sur certaines choses, parce que du coup, je mettais mon énergie sur ce qui était prioritaire pour moi et pour mon activité, en laissant de côté ou en laissant à plus tard, tranquillement, des choses qui l'étaient moins. Donc j'aimerais t'inviter à essayer, si c'est quelque chose que tu découvres, à ralentir toi aussi ton rythme, de communication, de publication, de création de contenu, bref, à t'écouter davantage plutôt que vouloir suivre le tourbillon ambiant, et bien sûr, pourquoi pas étendre ce principe à d'autres sphères de ton organisation professionnelle ou même de ta vie perso, ça c'est toi qui vois évidemment. En tout cas, il fallait que j'introduise cet épisode en parlant de la slow communication, parce que finalement, beaucoup des autres principes que je vais lister, ils rentrent totalement dans ce concept. La deuxième idée pour avoir une communication qui soit plus responsable, plus raisonnée, c'est d'accepter de réduire ton audience pour te concentrer sur ton cœur de cible. Alors ça peut paraître totalement contre-productif, là tu dois te tirer les cheveux ou te dire mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Mais une communication plus raisonnée, plus responsable, ça passe aussi par le fait de limiter ton audience au sens large, hein, comme tu vas le comprendre un petit peu plus tard, pas dans une logique de faire moins parler de toi, de ton projet, mais plutôt de t'adresser à un panel de personnes beaucoup plus ciblées et donc de limiter une communication inutile. On va préciser ça un petit peu. T'as sûrement dû voir des personnes distribuer des flyers en sortie de métro ou des magazines gratuits en sortie de métro ou dans des centres commerciaux par exemple, ou même tu reçois des dizaines de mails de prospection qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais, rédigés de façon tout à fait générique, qu'on sait pas que la personne a oublié de cacher les autres dizaines de destinataires anonymes. Donc ça c'est typiquement de la communication en masse, et c'est faire du volume pour faire du volume. Et en plus, ça sert souvent à rien, zéro bénéfice, parce que ces flyers, ils finissent sur le trottoir ou au mieux dans une poubelle, et tous ces mails, ils finissent par être envoyés dans les spams parce qu'on ne sait même plus comment les éviter. C'est ni plus ni moins que de la pollution finalement, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, c'est-à-dire qu'on parle de papier ou de numérique, le résultat est le même. J'ai même envie de dire que la pollution numérique qui est générée par ce genre de communication de masse, dans le vent, elle est plus grande. Parce que bien souvent, elle est gratuite ou bien moins coûteuse. Parce qu'imprimer des supports de communication, même de basse qualité, ça reste un coût. Alors qu'aujourd'hui, avec tous les outils, les logiciels dont on dispose sur Internet, souvent dans des versions plus gratuites qui permettent de faire déjà beaucoup de choses, il suffit de très peu de moyens pour toucher beaucoup de monde. Pour le meilleur comme pour le pire. En tout cas, on ne peut pas se targuer de faire de la communication raisonnée et responsable si on opère de cette manière-là. Sans compter les questions éthiques que cette communication en masse génère. Moi, je me souviens, il y a quelques années, un gars m'avait proposé une collaboration. Il voulait monter un projet éco-responsable, tout ça, donc on échange. Et en fait, je me rends compte qu'il s'était constitué un réseau de malades sur LinkedIn. Je dis malades parce qu'on est à un nombre presque ridiculeusement élevé, de plus de 10 000 ou 15 000 contacts. Donc il en était très fier en disant justement que il avait réussi à faire ça en automatisant ses demandes de contact avec un logiciel. Et c'est là qu'en fait j'ai compris qu'on n'avait pas du tout la même vision de ce qu'était une communication éco-responsable, au sens large. Parce que pour moi c'était tout le contraire, en tout cas. Pour moi, ce qu'il faisait, ça s'apparentait presque plus à du spam qu'autre chose. Et puis une quête de quantité pour la quantité qui perdait tout son sens, en tout cas à mes yeux. Par contre, je dis pas qu'il faut pas prospecter ou tenter d'agrandir son réseau ou son audience, pas du tout. Mais il s'agit vraiment de le faire de façon plus ciblée et autant que possible plus individualisée. Parce que rentre aussi tout ça, comme je disais, les questions éthiques, le respect de l'autre, la personne qui se voit sollicitée alors qu'elle a rien demandé. Donc concrètement, ça passe par quelle action ? Si on parle de prospection, parce que ça reste une forme de communication, on va vers l'autre, on lui parle de ce qu'on fait, on va lui demander quelque chose, on va essayer d'avoir des listes peut-être plus restreintes, mais beaucoup plus précises. Pourquoi pas même catégoriser davantage les personnes qu'on cible et faire différents envois en fait, un peu plus différents, mais beaucoup plus ciblés.
C'est aussi mettre à jour ces listes de diffusion régulièrement, que ce soit pour les newsletters ou les mails de prospection, histoire de ne pas envoyer des dizaines de mails dans le vent qui ne seront pas lus, ou des adresses mail qui n'existent plus. Et puis, dans sa communication de manière générale, c'est s'adresser plus directement à son cœur de cible, plutôt qu'essayer de plaire à une plus vaste audience et en oublier finalement ce qui intéresse vraiment les gens qui nous suivent et qui nous lisent. Cette façon de faire, au fond, elle a que des avantages, et elle est bien plus efficace et plus pérenne. Déjà, possiblement, on réduit l'impact de ces campagnes de communication, de prospection, même si c'est à une petite échelle. Et puis, ça signifie aussi faire des économies quand même, en termes de quantité de support qu'on peut imprimer, ou même, je sais pas, en termes d'abonnement pour un logiciel de newsletter. Parce que peut-être que le forfait de base ou le forfait gratuit ou le plus petit, il suffit amplement pour le nombre d'envois que tu vas faire, en tout cas à ce stade de ton activité. Donc pourquoi avoir les yeux plus grands que le ventre et choisir un forfait plus grand pour envoyer davantage de mails à des gens qui ne sont pas vraiment les bonnes cibles? Parce qu'après tout, il faut quand même se rappeler qu'on ne vend pas un produit ou un service au monde entier, mais à des personnes ou des structures bien plus restreintes. Et ce sont elles qu'il faut approcher, c'est à elles qu'il faut s'adresser. Et puis tes messages, ils auront bien plus de chances d'être reçus, et bien reçus, si leur contenu est plus personnel ou plus ciblé. Troisième chose que j'ai identifiée, c'est l'éco-conception des supports print et l'optimisation de ces supports digitaux. Évidemment, je ne pouvais pas parler de communication plus raisonnée, plus responsable, sans mentionner l'éco-conception. J'en avais déjà parlé dans plusieurs épisodes, je pense notamment au numéro 9 de Ciel mon graphiste, où je te donnais des conseils pour rendre toi-même, avec des astuces toutes simples, tes supports print plus durables. Donc si tu l'as pas écouté, je te partage quand même une petite définition courte de ce qu'est l'éco-conception en communication. C'est prendre en compte tout le cycle de vie d'un support pour réduire à chaque étape clé l'impact négatif qui est généré par celui-ci. Ça concerne la réflexion autour de son contenu, sa conception graphique, sa fabrication matérielle, sa distribution au sens large, que ce soit très basiquement la livraison du support depuis l'imprimeur jusqu'à chez toi, mais aussi sa diffusion et son utilisation réelle. Et puis, pour finir, une réflexion sur sa fin de vie. Évidemment, si pour communiquer, tu utilises des outils imprimés, qu'il s'agisse de support papier tout simplement, mais aussi d'emballage, de publicité sur lieu de vente, des aménagements de stands événementiels ou autres, il serait intéressant de te pencher davantage sur les techniques d'éco-conception si tu ne connais pas encore tout ça, et de faire appel à des prestataires dont c'est la spécialité, que ce soit des graphistes comme moi, mais aussi des fournisseurs, des imprimeurs, etc. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler que l'éco-conception, ça ne se limite pas au support de communication print, c'est-à-dire papier. Aujourd'hui, on peut éco-concevoir un service numérique, un site web, une application mobile, un projet audiovisuel, un événement. Bref, ça s'applique à plein de choses. L'éco-conception, c'est pas juste l'éco-conception graphique, c'est l'éco-conception d'un projet dans son ensemble. Petite remarque qui me semble importante ici, il faut pas croire que parce qu'on n'imprime rien, on est plus écolo dans sa communication. Tout ce qu'on publie, tout ce qu'on crée sur le web, sur les réseaux sociaux, ça engendre une pollution numérique. Et j'ai presque envie de dire qu'à l'inverse du papier, ces contenus, ces supports digitaux, ils restent parfois stockés à vie. Soit c'est pas supprimé et ça reste sur le web, stocké quelque part, mais c'est surtout que si sur le web, rien ne disparaît jamais vraiment. Une fois que c'est posté, une fois que c'est publié, ça reste dans les limbes des internets. Donc, si ce sujet t'intéresse sur la pollution numérique, donc maintenant on commence à en parler de plus en plus, mais j'avais fait un article sur mon blog, donc il faut remonter un petit peu parce que je crois que c'était il y a 2 ans ou un peu plus, mais je détaille un petit peu d'où vient la pollution numérique, comment elle se forme en fait, et puis il y avait des chiffres clés. Alors ça nécessiterait peut-être une petite mise à jour en termes des chiffres, mais ça reste très parlant quand même en termes de volume et de ce que représente cette pollution. Donc le problème finalement, c'est pas le clivage papier-numérique, c'est plutôt l'usage qu'on en fait. Ça j'ai déjà dit dans le podcast, mais il n'y a pas de communication zéro déchet, c'est impossible. Tout ce qu'on peut faire, c'est limiter, réduire les impacts négatifs de sa communication. Et surtout, se rappeler que le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Donc si on applique ça à la communication, ça signifie avant tout communiquer utile. Ce qui nous amène à notre 4e et avant-dernier point de cette première partie. Le principe numéro 4, c'est de maximiser l'usage de ces supports et contenus.
Parce que éco-concevoir ces supports de communication, c'est une chose, mais se permettre de créer à tout va parce qu'on se dit qu'on utilise du papier recyclé et des encres végétales, c'est totalement contradictoire. L'idée, c'est plutôt d'optimiser au maximum ce qu'on va produire. Avant même de créer quoi que ce soit, on réfléchit à la meilleure solution pour allonger la durée de vie et la valeur ajoutée d'un support ou d'un contenu qu'on souhaite diffuser. L'idée, si on reprend le concept d'une communication plus raisonnée, c'est aussi de faire un peu moins, mais de le faire mieux. Donc dans ta communication au jour le jour, ça peut passer par l'idée de faire déjà un audit de l'existant. Est-ce qu'il y a des supports, par exemple, qui pourraient être fusionnés pour n'en faire qu'un seul, plus efficace, plus compact? Tu peux aussi faire un bilan des outils, des médias que tu utilises, sur lesquels tu es présent, et voir si en fait ton écosystème de communication, il pourrait être lui aussi optimisé. L'idée générale, c'est vraiment de simplifier et rationaliser ce qui peut l'être pour se concentrer sur l'essentiel. Puis dans l'idée où tu dois créer un nouveau support ou un contenu, ça va être réfléchir à la meilleure façon de le partager, comme je disais, pour maximiser son usage et sa durée de vie en quelque sorte. C'est pour ça que le clivage papier-digital, il n'est pas très pertinent finalement, parce que moi j'ai vu des gens préférer proposer des supports en version numérique en se disant que c'était plus écolo, mais finalement, si le document il n'est pas vraiment optimisé pour une lecture digitale, c'est-à-dire qu'il est un peu indigeste à lire sur un écran, mal pensé pour naviguer entre les pages, retrouver une information ici et là, c'est dommage. Parce que les gens pour qui il a été créé ne vont pas pouvoir en profiter pleinement, soit pas l'utiliser autant que prévu, soit pas du tout l'utiliser. Mais souvent arrivé, moi, de voir des gens imprimer un document numérique parce que c'était beaucoup plus pratique pour eux. Et si le doc en question, il n'a pas été pensé pour être imprimé et un tant soit peu éco-conçu, ça la fout mal quand même. En tout cas, ça met un potentiel problème en lumière, qui est un problème de réflexion sur le format du support. Est-ce qu'on a mal jaugé l'utilisation que les gens vont en faire? Peut-être. Ou alors, il aurait fallu anticiper en créant un document un peu plus polyvalent, un peu plus hybride. Sur la page de téléchargement, par exemple, de cet e-book ou de ce guide, que sais-je, on pourrait avoir un bouton pour obtenir une version digitale et éventuellement un bouton pour obtenir une version allégée destinée à l'impression, en rajoutant évidemment un petit message qui rappelle de n'imprimer que si c'est vraiment nécessaire. En tout cas, moi, c'est ce que je fais souvent pour des clients quand ils me demandent de créer des supports. Évidemment, je leur demande toujours pour quel usage il est prévu, impression, digitale ou les deux, et on réfléchit ensuite sur la meilleure façon de l'optimiser. Pour les identités visuelles, c'est pareil. En général, je crée souvent des univers qui sont axés sur une utilisation digitale, parce que la plupart des entrepreneurs que j'accompagne communiquent presque exclusivement via les réseaux sociaux ou leur site web. Mais j'adapte la solution quand on identifie des possibilités d'impression en proposant des éléments graphiques plus légers pour la version du logo ou des pictogrammes par exemple. Typiquement, pour une cliente, son besoin était purement digital. Elle n'imprime rien dans sa communication et au jour le jour dans son travail. Mais elle sait que parmi ses clients, il y en a certains qui continuent, qui gardent l'habitude d'imprimer les documents qu'elle leur envoie, donc des études ou des rapports, que ce soit pour le partager en interne, en discuter en réunion, enfin voilà, ils aiment bien avoir le modèle papier dans les mains. Donc dans son modèle de présentation PowerPoint que je lui ai fait, j'ai inclus quelques slides beaucoup plus sobres qui sont destinés à cet usage. Quand elle va créer ses rapports ou ses présentations pour ces clients-là et qu'elle va leur envoyer, au moins elle se dit que si ils l'impriment tout de même, on réduit un tout petit peu le gâchis et les dégâts. Mais finalement, la majorité de son identité, elle n'est pas pensée pour une éco-conception pure, au sens strict du terme, mais tous les éléments, ils peuvent être utilisés de façon différente en fonction du besoin. En fait, il s'agit vraiment de trouver le juste équilibre dans tout ce qu'on crée. Si un document, un support, il a une vraie raison, un vrai bénéfice à exister dans différentes versions, il faut le faire, parce que le but c'est de créer des choses utiles. Donc on va pas se limiter si c'est pas pertinent, si c'est contradictoire ou improductif. Mais à contrario, s'il y a des supports ou des outils de communication qui peuvent être mis en relation, qui peuvent être combinés pour être plus efficaces, pour se compléter intelligemment et maximiser leur portée, c'est important de les identifier pour pouvoir faire ce travail et ajuster, optimiser un petit peu tout ça. Et enfin, le point numéro 5, ce sera la dernière idée, le dernier principe que je vais te partager pour avoir une communication plus raisonnée et plus durable, c'est d'estimer au mieux ton besoin pour rationaliser les quantités.
T'as peut-être l'impression, comme ça, de prime abord, que c'est une redite de ce qu'on vient de dire et ce qu'on a dit encore avant dans les autres points. En fait, tout se complète, tout se fait écho dans la liste, j'ai envie de dire. On pourrait mettre tout ça dans le même panier. L'idée, c'est juste de les séparer, de séparer un petit peu les points pour venir donner quelques explications, quelques exemples ou des petites actions justement concrètes sur chaque point. Celui-ci, il s'attarde davantage sur la notion de quantité. Donc ça reprend un petit peu l'idée qui disait de limiter son audience à une audience vraiment ciblée. Mais là, on va s'attarder du coup sur les choses plus matérielles. C'est-à-dire qu'on va essayer de se limiter à ce dont on a besoin pour éviter les pertes et les gâchis. Comme on parle beaucoup de supports de communication depuis tout à l'heure, on pense évidemment en premier aux quantités d'impressions. Faut savoir qu'en général, les prix des impressions sont dégressifs en fonction du volume de commande, comme sur beaucoup de sites dans n'importe quel secteur, sans compter les promotions et autres réductions plus ponctuelles. Donc c'est évidemment tentant d'y céder pour faire ce qu'on pense être une économie. Mais est-ce que c'est réellement une économie si ça ne va pas te servir, si ça ne va pas être utilisé ? Est-ce que c'est pertinent pour toi d'avoir 5000 exemplaires de cette brochure pour profiter d'une réduction, alors que tu avais estimé ton besoin initial à 1000, 500, 2000 ? À l'inverse, trop saucissonner les commandes en petite quantité, c'est pas toujours bon non plus parce que tous les réglages que font les imprimeurs, les essais pour bien paramétrer leur machine, tout ça, ça consomme. Et puis il faut compter aussi le transport, donc la livraison des supports une fois imprimés. Là encore, il faut essayer d'estimer au plus juste ton besoin plutôt que de tomber dans les extrêmes du beaucoup trop ou du pas assez. Mais cette idée, elle peut être intéressante pour d'autres pans de ta communication. Je pense à ta communication événementielle, entre les choses qu'on va offrir, les petits goodies, la nourriture, les choses qu'on va partager aux participants et ce qui est réellement utilisé. Parfois, il y a un écart énorme. Donc là encore, il faut essayer d'estimer au mieux ce qui va être mangé, ce qui va être utilisé, ce dont on a vraiment besoin ou ce qui est superflu. Que ce soit, oui, les petites viennoiseries, en tout cas la nourriture qu'on va mettre sur une petite table, mais aussi même les stylos qui sont partagés parfois pour faire un atelier ou prendre des notes. Ça paraît bête, mais moi dans une ancienne boîte où je bossais, c'était dingue la quantité de stylos Bic qui étaient achetés à chaque fois, alors que ça aurait été plus simple de prévenir les gens d'apporter de quoi prendre leurs notes, que ce soit papier, crayon, tablette, ordinateur, peu importe. Donc même ces petites choses-là comptent parce qu'en fait, ça reste des frais d'une part, et puis ça reste aussi de la consommation très éphémère en fait. Donc est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça apporte quelque chose de positif à l'expérience ou pas ? Si la réponse est non, clairement, il faut s'en passer ou trouver des alternatives qui soient bien plus durables, bien plus pérennes, réutilisables ou peu importe quoi. Mais en tout cas, ça vaut le coup, je trouve, d'y réfléchir, de se poser sur le sujet et de voir un petit peu ce qui pourrait être amélioré. Donc ça, c'est pour les événements, mais on en parlait plus tôt, ça peut être aussi de rationaliser la quantité d'emails envoyés ou le nombre de publications qu'on fait, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, des articles de blog, des newsletters, de la prospection. Mais ça peut aussi toucher les échanges et la manière dont on communique avec ses clients ou ses partenaires, ses fournisseurs, en concentrant les échanges et les allers-retours, par exemple, ou bien les outils qu'on utilise pour le faire. Parce que parfois, les outils qui sont censés nous faciliter la vie s'accumulent tellement et se cannibalisent entre eux qui finissent par nous compliquer les choses et parfois même nous faire perdre du temps. Vraiment, ça touche à tout ce qui gravite autour de tes actions de communication, en fait. Donc je sais pas si ça fait écho par rapport à ta situation, à ta façon de fonctionner. Il y a plein de choses qu'on peut optimiser, il y a plein de choses auxquelles on peut réfléchir et c'est ce que je trouvais assez intéressant avec cette notion de quantité. On va s'arrêter là pour cette première partie qui est déjà assez copieuse, je pense. En tout cas, c'est un exercice assez intéressant, même pour moi, d'essayer de vraiment définir et poser des actions sur la vision que j'ai de la communication raisonnée et responsable. Comme tu l'as vu, ça va vraiment au-delà de l'éco-conception, c'est avant tout une façon de revoir sa manière globale de communiquer sur son activité et dans son activité. Et bien sûr, on ne peut pas tout faire d'un coup, surtout quand on est seul aux commandes, il y a des changements qu'on opère petit à petit. L'important, c'est de faire des choix qui nous conviennent et qu'on peut mettre en place dans la durée. Personnellement, il y a plein de choses que j'aimerais améliorer dans ma façon de faire, que je sais que je pourrais optimiser davantage, mais ça se fait pas du jour au lendemain, et puis il faut être réaliste entre ce qu'on peut réaliser immédiatement et puis ce qui demande
peut-être plus de réflexion, d'essais aussi pour trouver la bonne solution, la bonne manière de faire pour nous et pour notre activité. Un grand merci si tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Voilà, j'attends tes retours, tes commentaires ou même tes pistes de réflexion sur le sujet pour venir le compléter. Et je te donne rendez-vous très bientôt pour la suite des bonnes pratiques pour communiquer de façon raisonnée, responsable et authentique. Dans la deuxième partie, justement, on abordera davantage des principes qui sont liés à l'authenticité et à l'éthique de sa communication. J'espère que ça te plaira. Si tu aimes le podcast, si tu veux le soutenir, la meilleure chose à faire, c'est évidemment d'en parler autour de toi, mais tu peux aussi augmenter sa visibilité sur les plateformes audio en le notant. 5 étoiles, évidemment, c'est le top. Tu peux aussi commenter sur certaines plateformes audio et bien sûr aussi t'abonner, ça ne mange pas de pain si jamais tu suis le podcast régulièrement. Donc voilà, merci à toi d'y penser si jamais tu as envie de le faire et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode.